Donc, bonjour, je m'appelle Hervé Prats et je vais vous faire aujourd'hui un TD en distanciel sur la terminaison de la transcription chez les eucaryotes. Pour bien profiter des TD en distanciel, vous devez au préalable travailler sur votre TD sans connaître la correction, bien entendu. Et ensuite, vous pourrez comparer ce que vous avez produit comme résultat avec la correction qui va suivre ici dans cet enregistrement. Il est essentiel que vous fassiez cette comparaison parce que ça va vous permettre d'identifier les points sur lesquels vous allez buter. C'est tout à fait normal. Tout le monde bute sur des coins, des domaines tout à fait particuliers à chacun. Donc, vous identifiez ces points et vous les retravaillez pour voir si c'est devenu plus aisé pour vous de comprendre comment on peut arriver à la solution. Si vous continuez à avoir des soucis sur l'interprétation des résultats ou les conclusions que vous avez à fournir, alors vous pourrez toujours participer à la réunion de questions-réponses que l'on vous proposera la semaine suivante. Et là, vous pourrez poser vos questions et nous essaierons d'y répondre le plus précisément possible. Donc, nous allons commencer ce TD. Donc, nous étudions la terminaison de la transcription par l'ARN polymérase 2 chez les eucaryotes et plus particulièrement chez la levure. Donc, on dispose d'une souche de levure permettant de produire la protéine nucléaire RTT103, dont la séquence codante a été modifiée par ajout d'une étiquette HA. On l'appellera RTT103HA. La protéine RTT103HA produite et purifiée à partir de cette souche, que l'on appellera donc l'input, qui est représenté ici sur ce Western blot, a été incubée avec deux versions du domaine CTD. Le carboxyterminal domain de la grande sous-unité de l'ARN polymérase 2. Soit le domaine CTD n'est pas phosphorylé, natif, on l'appellera CTD, soit le domaine CTD est phosphorylé, et on l'appellera CTD-P. Donc, ici, vous avez la représentation du protocole expérimental. Donc, ces protéines CTD recombinantes, modifiées ou non par phosphorylation, sont immobilisées sur des billes de cépharose. Après incubation avec le RTT103HA, on va déposer donc les billes de cépharose et les solutions de protéines sur une colonne. On va ensuite laver la colonne pour éliminer toutes les protéines contaminantes et toutes celles qui ne se sont pas fixées, donc sur le CTD immobilisé sur les billes de cépharose. Vient ensuite l'étape d'élution et on va récupérer nos protéines qui vont être passées sur gel SDS-PAGE suivi d'une immunodétection sur filtre grâce à un anticorps anti-HA. Donc ça, c'est un Western blot, tout simplement. On remarque que la quantité de protéines déposées dans la fraction input ici représente 1/10 de celle utilisée lors de l'incubation avec les deux versions du domaine CTD. Pourquoi mettons 1/10 seulement? Tout simplement parce que la quantité de protéines que l'on récupère lors de l'élution ici est relativement faible, c'est-à-dire que le rendement de l'expérience est relativement faible. Donc, pour se mettre à peu près au même niveau d'intensité, on met seulement 1/10 des protéines contenues par l'input. Bon, maintenant, il faut interpréter les résultats. Donc, ce Western blot montre clairement que la protéine RTT103 n'est détectée que dans l'expérience, ici, où la version phosphorylée du CTD est immobilisée sur des billes de cépharose. On pourra donc dire que la protéine RTT103 interagit avec le CTD phosphorylé de l'ARN pol 2. Il n'interagit pas avec le CTD qui n'est pas phosphorylé. C'est le seul type d'expérience qui permet de démontrer très précisément que deux protéines sont susceptibles d'interagir entre elles. On peut affirmer cela tout simplement parce que les deux protéines étant purifiées, elles ne peuvent faire que des interactions entre elles. Donc, discutez par rapport à vos connaissances sur le domaine CTD. Alors, vous avez revu votre cours, dans lequel on dit que le domaine CTD est constitué de multiples répétitions d'une séquence de 7 acides aminés, qui est donnée ici, 26 répétitions chez la levure et 52 chez l'homme. Donc, le nombre de répétitions est très important. Chez la levure, la délétion de la moitié des 26 répétitions est létale pour la souche de levure. Donc, la phosphorylation du domaine CTD sur les résidus sérines est un élément majeur
plusieurs étapes de la transcription. Deux types de modifications par phosphorylation des sérines sont étudiées ici. La sérine 5, phosphorylée, et ça, quand la sérine 5 va être phosphorylée, on va avoir des effets sur la transition entre l'initiation et l'élongation, la libération du promoteur, et aussi le capping. Et lorsque la sérine 2 est phosphorylée, c'est un peu plus tard dans le processus de transcription, on va avoir une élongation qui va être productive et la maturation du 3', ce que l'on va revoir dans ce schéma-là. Donc, dans ce schéma, vous pouvez voir ici qu'au tout début, au niveau du Transcription Start Site, le TSS, on va avoir des phosphorylations sur la CTD de la RNA pol 2. Ensuite, on va avoir le recrutement de protéines qui vont intervenir dans le capping, on le verra dans les cours suivants. Et puis, on va avoir phosphorylation des sérines 5 qui vont se mettre en place et qui vont permettre toute une série de réactions, et en particulier la catalyse des réactions d'épissage de l'ARN pré-messager lorsqu'il vient d'être synthétisé par notre RNA polymérase 2. Donc, la CTD est phosphorylée en position 5, on va avoir quelques phosphorylations en position 2, puis au fur et à mesure que l'on avance, on aura de plus en plus de phosphorylation de la sérine 2 de notre heptade. Et donc, lorsque l'on a beaucoup de phosphorylation de la sérine 2, on va avoir un autre type d'interaction avec d'autres protéines, et on va avoir un ralentissement ici de la progression de l'RNA polymérase 2, et on va avoir la mise en place de l'étape de terminaison de la transcription, en particulier par reconnaissance ici du site de polyadénylisation. Donc, dans un deuxième temps, on vous dit que l'extrait nucléaire préparé à partir des levures exprimant soit la version étiquetée HA de la protéine RTT103, soit la version non étiquetée, que l'on appellera NOTAG, a été incubé avec des anticorps anti-HA, immobilisés sur des billes de cépharose. Et après incubation, les billes sont lavées, puis le matériel est décroché des billes et analysé par SDS-PAGE. Là, on ne fait pas un western, on va faire une coloration au nitrate d'argent. Les bandes visualisées sur le gel ont été découpées afin d'identifier les protéines correspondantes par spectrométrie de masse. Et c'est ce que l'on voit dans la figure 1B. RPB1 est la grande sous-unité de l'ARN polymérase 2 et RPB2 est également une sous-unité de l'ARN polymérase 2. RAT1 est une RNase 5'3' exonucléase qui est capable de raccourcir les petits ARN, les SNO-ARN, les ARN, l'ARN ribosomique 5,8S, etc. Et RAI1 augmente l'activité de RAT1, du moins in vitro, mais probablement aussi in vivo. On vous demande d'analyser les résultats et de donner l'intérêt du contrôle NOTAG. Alors, on va commencer par NOTAG, c'est plus court. Le contrôle NOTAG que vous voyez ici, c'est simplement un contrôle de spécificité. En effet, lorsque l'on n'a pas de protéines taguées dans l'extrait nucléaire, alors on ne va fixer aucune protéine. Parce qu'il n'y a aucune autre protéine qui va posséder l'épitope HA dans la cellule. Donc c'est un contrôle négatif absolument indispensable. Ensuite, la méthode de purification de complexes protéiques qui consiste donc à faire une immunoprécipitation de complexes, a pour but d'identifier les partenaires. L'anticorps va être immobilisé sur bille de cépharose et l'interaction de HA avec son anticorps permet de retenir les protéines associées dans l'extrait nucléaire avec RTT103. Donc la situation est celle d'un extrait nucléaire complexe, donc il y a beaucoup de protéines, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, précédemment. Et donc, on n'a pas une interaction obligatoirement directe entre les protéines synthétisées, comme on avait vu précédemment. Donc, après gel, les protéines retenues par RTT103 sont identifiées par leur séquence, et les quantités retenues sont variables aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir des quantités variables?
Ici, on a la quantité de RTT103 qui a été capturée par l'anticorps. Et là, ça va donc être les partenaires de RTT103. Les quantités variables peuvent s'exprimer par beaucoup de choses. D'abord que les protéines peuvent avoir entre elles des affinités qui sont totalement différentes. Et donc, lorsque l'on va faire les expériences, les manipulations pour la purification, certaines protéines vont pouvoir se décrocher beaucoup plus facilement que d'autres. Ensuite, il peut y avoir des interactions directes ou indirectes. Les protéines peuvent être liées directement à RTT103, mais un bon nombre d'entre elles vont être présentes dans le complexe, mais non liées directement à RTT103. Elles seront liées à une autre protéine qui elle-même est liée à RTT103. Plus la liaison est indirecte, et plus l'affinité sera faible, parce qu'on a de multiples possibilités de rompre le complexe. Donc, ce qu'on attendait, c'est que l'interaction avec les unités de l'ARN polymérase 2, RPB1 et RPB2. On savait que RTT103 était capable de se lier avec l'ARN polymérase, donc RPB1, RPB2. Mais on trouve des partenaires protéiques qui sont plus étonnants, et en particulier RAT1 ici et RAI1. Pourquoi c'est étonnant? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une RNase, RAT1, qui est une exonucléase 5'3', et RAI1 est son activateur. Donc c'est étonnant que dans un complexe de transcription, on retrouve une RNase. Mais RTT103 doit avoir un rôle non seulement dans la transcription par l'ARN polymérase 2, mais peut-être aussi au niveau de la maturation. Et c'est ça qui expliquerait la présence de cette exonucléase dans le complexe de transcription. Donc, cette expérience est relativement claire. Elle permet d'identifier des protéines d'un complexe, donc ça va nous permettre par la suite d'identifier certaines fonctions liées aussi à RTT103. Mais par contre, il faut prendre des précautions dans l'interprétation. Les protéines qui sont mises en évidence ici interagissent directement ou indirectement avec RTT103, et surtout l'expérience ne permet pas de trancher. Si on voulait savoir si elles interagissent directement avec RTT103, il faudrait purifier chacune de ces protéines et faire des interactions 2 à 2. De plus, ces protéines appartiennent probablement à un même complexe qui va comporter RTT103 et la RNA polymérase. Mais on ne peut pas exclure que l'on soit en présence de deux complexes différents. Un complexe, par exemple, RTT103 avec la polymérase et un complexe RTT103 avec RAT1 et RAI1. Mais cette dernière hypothèse est assez improbable. Maintenant, on va refaire ce type d'expérience, mais pour des levures qui expriment la version étiquetée HA de la protéine PCF11, qu'on va appeler PCF11 HA, ou non étiquetée, qu'on va de nouveau appeler le NOTAG. PDF11, c'est le Cleavage and Polymorphisation Factor 11, qui est un facteur de clivage qui fait partie du complexe de clivage des pré-ARN messagers. On va le voir juste après. Donc, on vous demande d'analyser ce résultat, etc. Donc, ici, on a la même méthode que précédemment. Mais maintenant, l'APA, c'est un PCF11 qui est étiqueté avec HA. Donc, on retrouve ici notre protéine RTT103 et bien sûr la plus abondante, c'est PCF11HA. RTT103 est bien retrouvé, donc ça veut dire qu'on a un complexe qui va se former. Et puis, on va trouver toute une série d'autres protéines qui sont des protéines qui font partie des complexes de polyadénylation. Et on ne retrouve pas, par contre, des protéines qui font partie du complexe de transcription, et en particulier les sous-unités de la RNA polymérase. Donc, il faut noter que dans la maturation des ARN, on a le clivage de l'ARN qui ne va intervenir que pour la polyadénylation, ce qu'on va voir juste après. On pourrait penser que dans l'épissage, on va avoir une coupure et une ligation, mais ce n'est absolument pas le cas. Il s'agit de transestérification, qu'on verra plus tard, et ces mécanismes de transestérification ne libèrent pas
d'extrémité 5' ou 3' libre, au niveau, bien entendu, de l'ARN messager. Pour ce qui est des introns, c'est une autre chose. Donc, c'est intéressant parce que RAT1, qui fait partie donc de ce complexe-là, du complexe qui nous intéresse avec RTT 103, ne peut agir que sur une extrémité 5' OH ou phosphate. Dans ces conditions-là, on n'a que le clivage de la polyadénylisation qui est un candidat pour donner un substrat à RAT1. Et donc, on identifie le complexe de clivage de la polyadénylisation et PCF11 a parmi ses nombreux partenaires, bien entendu, RTT 103, mais pas les unités de l'ARN. Donc, RTT 103 se lie au complexe de transcription actif, on l'a vu avec la CTD et RPB1 et 2, mais aussi à une RNA 5' exonucléase avec des facteurs de clivage du pré-ARN, le complexe de polyadénylisation. RTT 103 pourrait alors appartenir à deux complexes distincts et complémentaires, mais ça, il va falloir le démontrer. Donc, on reprend très rapidement quelques notions sur la polyadénylisation, et ça, vous allez le revoir beaucoup plus abondamment lors du cours sur la maturation des ARN. Mais pour faire relativement court, parce que vous l'avez vu aussi normalement en L2. Donc, dans tous les ARN messagers, ou presque, on va avoir au niveau de la partie 3' du pré-ARN messager, une série de séquences qui vont être les séquences de polyadénylisation. Ici, le site de clivage, précédé par le signal de reconnaissance par le complexe de polyadénylisation, et ici, un signal qui va permettre la stimulation du clivage. Le clivage va se faire bien sûr au niveau du site de clivage. Et donc, on a de très nombreuses protéines qui sont engagées dans ce mécanisme-là. Et après qu'on ait eu clivage, on va avoir d'une part l'extrémité 3' de l'ARN messager qui va être polyadénylé grâce à la polyapolymérase, ici la PAP. Et puis, on va avoir libération ici d'un petit ARN qui va encore être lié avec l'ARN polymérase. Et bien sûr, le reste du complexe. Et ce petit ARN va posséder une extrémité 5' phosphate, qui est donc potentiellement un substrat pour notre exonucléase 5', 3'.